On va plus loin, continue. Place à notre grand débat. #OVPL si vous avez envie de réagir à l'émission. On va s'arrêter sur ce séminaire autour du maintien de l'ordre organisé aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Une quinzaine d'experts étaient conviés, français mais aussi étrangers. L'idée étant de faire évoluer les méthodes, de s'inspirer peut-être de nos voisins européens. Comment gérer les manifs violentes, comment éviter les bavures, comment éviter les saccages. La crise des gilets jaunes a créé un précédent. C'est ce que nous explique Cécile Sixou. Mars 2016, les manifestations contre la loi travail tournent à l'affrontement avec la police. Une scène répétée quelques mois plus tard lors du démantèlement de Notre-Dame-des-Landes. Mais surtout ces 7 derniers mois avec la crise des gilets jaunes. Les manifestations qui tournent mal sont devenues fréquentes et maintenir l'ordre de plus en plus compliqué pour les forces de police. Elle doit faire face à de nouveaux phénomènes comme l'augmentation des manifestations non déclarées, mais aussi la hausse des violences dues par exemple aux groupuscules type Black Bloc qui infiltrent les mouvements. Autre changement, l'usage des réseaux sociaux qui permet de détourner les dispositifs des forces de l'ordre. Et enfin, l'hypermédiatisation des événements suivis par les chaînes d'infos en continu. Même si la loi a évolué ces derniers mois avec le texte anti-casseurs voté en avril, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a tout de même souhaité engager une réflexion sur le maintien de l'ordre pour que les forces de terrain soient plus réactives, mobiles et autonomes. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Hervé Kempf, bonsoir, rédacteur en chef à Reporter, bienvenue. Denis Jacob, bonsoir, bienvenue à vous. Secrétaire du syndicat alternatif Police CFDT. Marion Guémas, bonsoir, responsable du programme Police-Justice de l'ONG Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture. Et je précise tout de suite pour nos téléspectateurs qui se poseraient la question, nous avions invité un responsable de La République En Marche qui a finalement annulé sa venue quelque temps avant l'émission. Donc nous faisons ce débat à 3. Merci à tous les 3 d'être ici. Denis Jacob, comment vous la voyez cette démarche? C'est vrai qu'il y a un petit peu polémique autour des experts qui ont été convoqués aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Alors, de mémoire, il y a un ancien patron du RAID, le procureur adjoint de Paris, un sociologue, un général, 2 journalistes. Est-ce que ça vous semble être un casting à la hauteur, suffisant pour parler de ces questions et faire évoluer la doctrine? Alors, ce séminaire, j'espère que c'est un point de départ à l'ouverture de discussions, parce qu'il faut quand même prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé ces derniers mois, de voir l'évolution des mouvements sociaux particulièrement violents et voir comment on peut adapter cette doctrine d'emploi. Donc, si c'est l'ouverture de discussions à venir par le biais d'un grand séminaire, pourquoi pas? Moi, je m'en félicite. Ça fait 6 mois que je demande à ce qu'on adapte le maintien de l'ordre. Ça fait 6 mois que je demande à ce que les moyens mis à la disposition des policiers soient adaptés. Ça fait 6 mois que je demande à ce que la formation des policiers qui ne sont pas des CRS et qui sont intervenus sur les théâtres des manifestations des Gilets jaunes puissent avoir une formation initiale et continue sur le maintien de l'ordre. Mon organisation syndicale Alternative Police appartient à la CFDT. CFDT qui a fait une tribune ce week-end avec d'autres syndicats sur comment réinventer la police. Mais pour réinventer la police, il faut faire participer les acteurs de terrain que sont les policiers et les gendarmes, puisque seul un vrai retour d'expérience de ce qu'on a vécu au quotidien permettra de ne pas se tromper dans les solutions qui vont être présentées par le politique dans quelques semaines ou quelques mois. Ce qui peut inquiéter, et on le lit un peu partout, c'est que la doctrine du maintien de l'ordre a déjà évolué, vous allez me dire si je me trompe, Denis Jacob, pendant les manifs des Gilets jaunes et plutôt vers un durcissement. Je rappelle que le préfet Delpuech a été limogé après la journée du 16 mars et vous avez vu comme moi les chiffres sur l'usage des LBD et des grenades de désencerclement en 2018. Ils ont explosé, regardez, plus de 100%. Avant même ce séminaire, est-ce qu'il n'y a déjà pas eu une rupture dans les stratégies du maintien de l'ordre et des méthodes plus dures ? Alors, il y a eu une rupture, c'est évident, parce que le maintien de l'ordre que l'on connaît dans notre pays jusqu'aux manifestations des Gilets jaunes, c'était un maintien de l'ordre qui a été établi depuis des décennies, qui consistait à maintenir à distance les manifestants. Il n'y avait pas de contact et surtout pas de visuel. On était souvent dans des rues adjacentes, perpendiculaires au déroulé d'un cortège de manifestations, justement pour éviter que notre présence soit interprétée comme de la provocation. Sauf que là, on se trouve confronté à un nouveau type de mouvements sociaux. Et je le dis, moi, depuis
monsieur le disait tout à l'heure, en 2016, on avait déjà tiré le signal d'alarme quand on avait eu les premiers heurts avec les Black Blocs à l'occasion des manifestations contre la loi travail. On avait dit, attention, il va falloir penser à redéfinir la doctrine du maintien de l'ordre parce qu'elle n'est plus adaptée au type de mouvements sociaux auxquels on est confronté. Et les Gilets jaunes ont confirmé cela. Oui, par un contact physique direct. Et quand vous avez des moyens de défense qui sont donnés aux policiers ou aux gendarmes pour tenir à distance des manifestants et que vous les utilisez avec des personnes avec qui vous êtes en contact direct, ben, malheureusement, il se passe ce qui s'est passé, à savoir qu'on a eu des blessés, comme nous on appelle des dommages collatéraux. Pour être clair, quand on voit les plus de 100%, vous nous dites, là on n'avait pas le choix, on était face à une forme d'insurrection, quelque chose qui... Alors oui, on a eu une situation insurrectionnelle le 1er décembre et le 8 décembre, il faut pas se voiler la face, on était dans un mouvement d'émeute, et de nombreuses situations. Alors, je ne minimise pas ce qui s'est passé, que les choses soient claires, je ne veux pas qu'on interprète mes propos, mais il y a eu des blessés, c'est regrettable, mais on a eu beaucoup de situations où soit c'était l'usage du LBD, soit c'était l'usage de l'arme de service. On a eu beaucoup de situations dans le cadre de la légitime défense qui auraient pu justifier l'utilisation de l'arme de service. Fort heureusement, mes collègues... Donc à balles réelles. Ben oui, à balles réelles. Donc mes collègues, malgré tout, ont fait preuve comme d'habitude, d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sang-froid. On ne peut que regretter tous les blessés, bien évidemment, malheureusement, qui ont eu lieu. Et si je peux me permettre, juste préciser, les grenades de désencerclement, ça peut faire l'objet d'un débat. Nous, on est ouvert à tout. Adapter les moyens non létaux, on y est prêt, il n'y a pas de souci. Mais quand on a l'inconscience de ramasser une grenade, on va quand même pas aller dire que c'est une violence policière quand même. Tant, bien évidemment, et je me répète, il n'est pas question de nier la gravité des blessures qui ont pu avoir lieu, mais de là à aller dire que c'est des actes volontaires de la part des policiers de viser telle ou telle personne, non mais c'est ce qui est dit globalement depuis le début, qu'il y a une volonté délibérée de blesser telle ou telle personne et que c'est forcément des violences policières, je comparerai juste tout ce qu'il y a eu comme mouvements sociaux à côté et pour lesquels il n'y a eu aucun heurt, aucun souci, ne serait-ce que la manifestation des infirmiers la semaine dernière. Le lanceur de balles de défense était déjà prévu dans la doctrine du maintien de l'ordre, mais de garder à distance des personnes. Alors l'utilisation à 40 mètres et l'utilisation à 10 mètres, c'est quand même pas le même effet. Donc on le dit très clairement, il y a peut-être une inadaptation des moyens non létaux. Moi j'ai proposé, au titre de mon syndicat, la généralisation de l'utilisation des canons à eau, l'utilisation des véhicules allemands avec des sonos très puissantes, parce qu'il y a une incompréhension des manifestants quand on fait des ordres de dispersion, il faut le dire, donc tout le monde n'entend pas correctement les instructions que l'on donne quand on veut disperser. Mais sur les armes non létales, je tiens quand même à préciser que malheureusement, ça fait aussi de la culture de notre pays, qu'à chaque fois qu'il y a un souci avec une arme non létale, ça fait polémique. On a eu le débat avec les tasers, où on a eu malheureusement des personnes qui sont décédées parce qu'elles avaient fait des arrêts cardiaques, mais parce qu'elles avaient un antécédent cardiaque. On a mis en cause les matraques télescopiques, notamment dans le cadre de l'affaire Théo. C'est intéressant que vous disiez ça parce qu'effectivement, on veut ouvrir une deuxième partie sur ce qui est un peu aussi haro sur les forces de l'ordre. Un débat s'est ouvert ces dernières heures sur l'expression violence policière. Cet après-midi, lors du séminaire, et hier, dans le JDD, Christophe Castaner a été très clair. Je n'accepte pas l'expression violence policière, dit-il. Les procédures sont peu nombreuses au regard des 50 000 manifestations qui ont eu lieu depuis le 17 novembre 2018. C'est vrai qu'il y a des affrontements. N'oubliez pas que 1900 policiers et gendarmes ont été blessés. Une déclaration qui va dans le sillage de celle de la patronne de l'IGPN, dans le Parisien. Je réfute totalement le terme de violence policière, explique-t-elle, ce qui, selon elle, n'empêche pas une remise en question de la police. Écoutez. C'est une réflexion globale qu'il faudra faire et on n'y échappera pas, ça c'est clair. On ne peut pas, ça veut dire c'est terminé, on passe à autre chose. La police nationale d'ailleurs ne fonctionne pas comme ça. On fait toujours des rétextes sur ce qui s'est passé. Là, c'est vrai que c'est un mouvement d'une ampleur inégalée, jamais connu pour la police nationale, et ça méritera effectivement une réflexion comme on va le faire pour le schéma national de maintien de l'ordre. Je crois que Denis Jacob a envie d'appeler cela des violences policières. On est sur un point juridique. Alors moi, je suis pas avocat, mais si vous voulez, les policiers et les gendarmes utilisent la force proportionnelle, donc ce qu'on appelle une violence légitime, et puis les manifestants n'ont pas les mêmes droits que les policiers. Et là, eux font preuve de violence illégitime. Mais quand on dit qu'il y a eu des violences policières, mais qui a chargé qui dans ces manifestations? C'est quand même pas les policiers qui sont allés
d'initiative matraquer les manifestants. C'est des manifestants, enfin pas des manifestants, des casseurs, parce que je fais le distinguo entre la grande majorité des Gilets jaunes qui voulaient manifester pacifiquement et ceux qui se sont infiltrés à ces manifestations uniquement pour s'en prendre aux policiers et ce qu'ils représentent, à savoir l'État. Donc, mais c'est quand même bien des individus qui ont chargé la police, et quand on nous demande de rétablir l'ordre, puisqu'on est là pour rétablir l'ordre et la paix publique, eh bien, on charge et on essaye d'interpeller les fauteurs de troubles. Et malheureusement, là-dedans, il y a des manifestants qui sont entre la police et ces casseurs et qui font l'objet de dommages collatéraux. Pourtant, ça porte préjudice à l'image des policiers. Regardez ce que nous dit Christian Moana, sociologue et chercheur dans le journal 20 minutes. Les manifestants pensent que la police n'est pas là pour les protéger, mais constitue une menace, que manifester représente un risque. Après, les policiers, ce sont des gens responsables. Donc ceux qui prennent l'initiative de ne pas porter leur numéro d'identification, c'est de leur responsabilité. Les compagnies CRS sont marquées sur leur tenue, hein, donc de toute façon on peut, et puis leurs véhicules aussi, donc ils sont identifiables. Là où je vous rejoins, c'est effectivement sur ce qu'on appelle les effectifs de sécurité publique, dont fait partie les BAC, qui elles n'ont pas été formées au théâtre du maintien de l'ordre, mais plutôt à des situations de violence urbaine, puisqu'elles interviennent plus régulièrement dans les cités difficiles. On leur a donné comme seul moyen de protection, parce qu'ils n'ont pas de protection comme les CRS, hein. On leur donne un casque, un petit bouclier, et le seul moyen de défense qu'ils ont, c'est le flashball, enfin le lanceur de balles de défense. Ils ne sont pas en unité constituée avec de la protection comme ça peut être le cas pour les CRS. Et donc, je l'ai dit en préambule de cette émission, qu'il fallait effectivement revoir la formation de tous les policiers, qu'elle soit initiale et continue, parce que on va avoir, je pense, malheureusement, de plus en plus de mouvements sociaux de ce type, et qu'il va falloir qu'on y fasse face, et que les CRS seuls ne pourront pas être sur, vous le disiez, il y a eu 50 000 manifestations, et bien quand il faut répartir l'ensemble des forces de sécurité sur le territoire national, eh bien on risque de se trouver à un moment ou à un autre faire appel à des gens qui ne sont pas formés. Mais parce que tout simplement, parce que la révision des politiques publiques de Nicolas Sarkozy a fait qu'on a eu 2000 CRS en moins. Alors, dans ce séminaire organisé au ministère de l'Intérieur ont été conviés des intervenants étrangers, je vous le disais, néerlandais, espagnols et allemands. Christophe Castaner ne s'interdit pas de s'inspirer de certains de nos voisins. Je voudrais qu'on l'écoute. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité mener une réflexion résolument portée vers l'international. Et je remercie tous les représentants des délégations étrangères qui ont bien voulu se joindre à nous. En Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, les mêmes défis existent et nous devons y répondre. Et inspirons-nous de bonnes pratiques, partageons-les. Le ministre de l'Intérieur cite donc l'Allemagne. Alors regardons ce qui se passe là-bas. La philosophie de base, c'est la désescalade. Écoutez. Notre objectif est toujours la désescalade, car il n'y a rien de mieux pour des manifestants violents que d'avoir en face d'eux des policiers qui rentrent dans leur jeu. Les policiers n'ont pas recours à des armes, ils ne sortent même pas la matraque, ils repoussent fermement mais sans violence. J'imagine que vous les connaissez tous, ces modèles étrangers. Est-ce que oui ou non, il faut s'inspirer de l'exemple allemand, par exemple? Ça vous semble possible, Denis Jacob, ce procédé de la désescalade à l'allemande, puisque c'est l'exemple qu'on prend ce soir, au vu de ce que vous avez aperçu lors de ces manifestations de Gilets jaunes, par exemple, ça vous semble possible? Alors, moi, j'espère toujours qu'on trouve des solutions le plus pacifiques possible pour éviter au maximum des blessés. Mais là, il y a la question de la faisabilité. Mais la culture française n'est pas non plus la culture allemande. Et il faut pas l'occulter. Ben voilà, on est des latins, voilà, donc on a... Moins obéissants que les Allemands, vous voulez dire? Je pense qu'il y a des dispositifs qui ne sont pas applicables en France, comme des dispositifs français ne sont pas applicables en Angleterre ou en Allemagne. Je rappelle quand même que malgré cette politique de désescalade en Allemagne, on a eu une manifestation il y a 3 ou 4 ans, où ils ont quand même eu sur une manifestation 300 blessés. Voilà, donc il y a malheureusement sur des manifestations qui sont en général violentes, on ne peut pas exclure qu'on ait des blessés, parce que dans ce cadre-là, le risque zéro n'existera jamais, malheureusement. Mais je dirais que c'est pas la faute forcément des policiers. Il y a effectivement une question politique, c'est aux politiques de prendre les bonnes décisions, de donner les bons moyens et de faire en sorte qu'on ait le moins de blessés possible. Je ne dis pas aucun blessé, parce que la solution idéale, parfaite, je pense malheureusement, elle n'existe pas. Mais il faut qu'on tende à quelque chose de plus efficace pour éviter tout ce qu'on a pu connaître. Mais on n'empêchera jamais la violence de l'autre côté, de toute façon.